Bonjour et bienvenue sur la chaîne DeepFab, la chaîne qui vulgarise la blockchain. Cette semaine, nous allons parler de la souveraineté personnelle ou souveraineté individuelle. Les vidéos précédentes jusqu'alors nous ont permis de comprendre que l'État était cette volonté commune choisie par des millions de personnes de partager un destin commun. Cependant, l'adoption de la technologie de proximité, comme par exemple des réseaux sociaux, le streaming, etc., par 4,2 milliards de personnes, a sonné la fin de ce qui était considéré comme nature absolue de l'État, la souveraineté nationale. Plus aucun État dans le monde ne peut plus réellement vivre en autarcie des autres. Si cet État existait, alors ce serait le Wakanda des États. De ce fait, cette souveraineté absolue, depuis la chute du mur de Berlin, est de plus en plus remise en question. Il est important de souligner d'entrée de jeu que l'homme retourne aux fondamentaux qui ont longtemps été siens, par exemple la mobilité. Depuis 1885, on s'est mis à se barricader chez soi par peur d'être envahi par les autres. C'était la naissance des frontières. Ces frontières sont multiples. Elles peuvent être physiques, culturelles, administratives, etc. On est alors entré dans une ère de sédentarisation forcée. Rappelons-nous les horreurs de ces frontières qui sont restées dans la mémoire de l'histoire, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais avec l'événement d'Internet, on assiste depuis 2001 à une reprise de communication et surtout de mobilité. Ces événements ont participé à la fissuration du mur des identités figées et ouvert le XXIe siècle à la mondialisation et donc à la naissance d'une culture commune. La crise de 2008 a semblé momentanément anéantir les efforts de mobilité, notamment avec la crise de confiance dans les institutions. Depuis cette année-là, on assiste à un début de cyber-balkanisation. La Chine, par exemple, a son propre écosystème Internet avec des équivalents Amazon comme AliExpress, Google, remplacé par Baidu. La Russie a exigé de certaines compagnies Internet qu'elles aient leurs propres serveurs implantés sur le sol russe, notamment après les flopées de la NSA révélées par Snowden Edward. Aujourd'hui, la Russie a son propre Facebook qui est avec Contact, son propre Google qui est Yandex. L'Union européenne n'est pas au mieux puisque après les révélations de Edward Snowden sur l'espionnage de la NSA, l'Union européenne a également réagi. On a assisté à la naissance de certains écosystèmes équivalents de Google comme Ecosia. Mais surtout, on a assisté à la volonté de contrôler les données des citoyens de l'Union européenne avec l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, en abrégé RGPD. Le RGPD veut, entre autres, que les serveurs des grosses compagnies comme Google, Amazon, etc. aient leurs serveurs sur le sol de l'Union européenne. Résultat des courses, le réseau Internet commence à ressembler aux contours politiques et nationaux du monde physique. Résumons. Nous sommes au XXIe siècle, à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'orée des conquêtes interplanétaires et nous avons toujours la même organisation politique vieille de près de 2000 ans. Et le pire dans tout ça, le droit international que nous possédons, tenez-vous prêts, n'a pas évolué depuis 100 ans. Et pour cause, eh bien parce que nous dépendons des institutions qui ont centralisé le pouvoir. C'est antinomique. Non. 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 Aujourd'hui, de plus en plus de personnes aspirent à de plus en plus de liberté. Tout change dans la société. La manière de percevoir le travail, la production, l'argent, etc. Et quel est le lien avec la blockchain? Eh bien, dans cette balkanisation et cette crise de la confiance aux institutions, la blockchain répond aux attentes de cette frange de la population mondiale qui est excédée par les dérives d'un système issu de l'industrialisation de 1900. Il faut mettre à jour la souveraineté. La blockchain nous permet de repenser le contrat social entre le citoyen et l'État. Elle va permettre à toute personne le désirant d'avoir la main mise sur sa vie. Un compte bancaire non géré par une banque, une identité inviolable et surtout la liberté de partager comme elle le souhaite ses données sans qu'aucune institution tierce, que ce soit l'État ou l'entreprise, ne vienne y fourrer son nez. C'est une révolution des pratiques. La personne humaine atteint un nouveau stade de son évolution. Elle ne sera plus soumise au diktat du nombre ou attachée de force à une terre. La souveraineté, comme toute autre valeur ou culture humaine, est issue de la fiction et de l'imagination collective. L'imagination collective crée une culture collective qui, avec la pratique, devient une évidence comme une loi de la nature, une coutume. C'est d'ailleurs pour ce faire que l'on entend souvent dans des discussions des termes tels que
Chez moi, on fait comme ceci, c'est évident, c'est naturel, c'est indiscutable. Il n'est pas encore évident pour tout le monde qu'un État peut être déconstruit. Il n'est pas encore évident pour tout le monde que l'argent, c'est de la confiance que l'on achète ou l'on vend. Tenez par exemple. Pourquoi l'URSS a disparu? C'est parce que les gens avaient cessé de faire confiance aux autorités qui incarnaient le communisme. Et pourtant, à sa disparition, les autorités avaient des chars de guerre, de l'argent, etc. Mais la confiance des personnes envers le système n'était plus d'actualité. Et pourquoi? Il y avait de la corruption, mais pas que. C'est parce que toute une nouvelle génération ne voulait plus vivre sous les anciennes lois qui ne leur permettaient pas de continuer l'évolution humaine, leur évolution personnelle, et parce qu'ils se sentaient comme lacérés dans les griffes d'un aigle. Et que voyons-nous aujourd'hui? Eh bien, l'histoire est sans doute en train de se répéter. Avec l'événement d'Internet, la liberté a connu une nouvelle étape de son évolution, la mobilité. Les États doivent évoluer donc pour être dans l'ère du temps. Il faut une redéfinition de la souveraineté, ou plutôt deux définitions de la souveraineté. Une redéfinition de la souveraineté étatique dans un monde globalisé, une institutionnalisation de la souveraineté individuelle dans un monde virtuel. C'est par cette démarche que l'État répondra de manière effective à la mondialisation. L'ère du choc des civilisations de Samuel Huntington est dépassée depuis 2009 quand la première bloc du Bitcoin le 3 janvier a été produite ou minée. Qu'on veuille l'accepter ou pas, il existe désormais une culture mondiale. Elle est multiforme. Elle s'appelle Facebook, Coca-Cola, Google, Windows, Mercedes, BMW et désormais crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum. Elle s'appelle également NASA, YouTube, Beyoncé, Michael Jackson, Ikea. Et pour ne citer que ceux-là. Et pourtant, il n'y a pas d'États qui ont été cités et encore moins de femmes ou d'hommes politiques. Cette culture mondiale a besoin d'une protection juridique internationale qui ne dépende plus seulement des politiciens et autres acteurs locaux. Les politiciens ont généralement une vision qui ne dépasse pas le cadre de leurs frontières nationales et des ambitions électives court-termistes. La blockchain de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin, puis celle de Vitalik Buterin ont posé les fondations de cette souveraineté individuelle. Certaines propriétés de ces blockchains ont introduit et intensifié des valeurs qui aujourd'hui étaient encore plus ou moins mises en pratique. La première des propriétés que nous allons voir, c'est le consensus. Le consensus, c'est l'équivalent de la démocratie. C'est le fait qu'une action soit acceptée ou rejetée par l'ensemble des membres, encore appelés nœuds de la chaîne. Ceci permet d'introduire une autre propriété qui est celle de la décentralisation, encore appelée des intermédiations. Aucune autorité centrale ne contrôle la blockchain. Cette propriété est un des fondements de la blockchain. La troisième propriété, c'est le grand livre distribué ou ledger. Cette propriété a été expliquée de long en large dans la vidéo précédente que vous trouverez dans la description. Cette propriété permet à tous les membres de se faire confiance. La quatrième propriété, c'est le node ou le nœud. Le nœud, c'est l'équivalent d'un membre de la blockchain. Il est virtuellement représenté par une adresse électronique plus ou moins anonyme. Cette anonymisation des membres ou participants physiques de la blockchain est l'autre propriété qui complète la blockchain et valorise la liberté de disposer de ces données comme on le désire. Les prochaines propriétés vont être plus spécialisées parce que liées au domaine du droit. Il s'agit de l'immutabilité et de la lex cryptographica, appelée encore le droit par le code. L'immutabilité, c'est l'incapacité à effacer ou modifier les données contenues dans le grand livre distribué ou ledger. Ces données peuvent être de différentes natures. C'est la propriété centrale de la confiance dans la blockchain. Avec l'immutabilité, va se poser la pertinence de l'existence de certains tiers de confiance. Par exemple, les cadastres, le notariat, la mairie, etc. Si la blockchain est en mesure de conserver de façon inviolable une donnée sur la propriété immobilière ou tout autre, dans quelle mesure les tiers de confiance s'adapteront ou doivent déjà commencer à s'adapter à ces changements? Nous aborderons cette question dans une prochaine vidéo. La dernière propriété s'appelle la lex cryptographica. C'est le droit dans la blockchain, ou plutôt c'est le droit par le code. L'État est caractérisé par la législation. L'État est la source du droit. Ainsi, à différents niveaux d'autorité, l'administration ou une assemblée élue au suffrage universel édicte des lois. Ces lois tendent à promouvoir une certaine harmonisation de l'organisation de la vie et de
de la sécurité au sein du territoire de l'état d'origine. Il en découle de cette configuration une organisation hiérarchique pyramidale où la tête est dirigée par une élite qui se réunit autour d'une idéologie généralement basée sur la culture nationale ou locale et qui définit les grandes lignes politiques et la construction des relations internationales futures. Cette culture se construit et se développe autour d'un ensemble de valeurs qui fondent l'unité nationale. L'unité nationale, quant à elle, découle de la volonté des personnes réunies en famille, puis en communauté, puis en collectivité et enfin en région pour former un État. La blockchain, dont la nature primaire réside dans la décentralisation du pouvoir, confère à chaque membre ou nœud un pouvoir égal de décision. Il n'y a d'autorité que les nœuds et de loi que la lex cryptographica. Cette lex cryptographica permet de pouvoir réguler de façon automatisée la vie en ligne. Cela suppose de lutter contre toute forme d'infraction et d'illégalité au sens des lois d'un État. La blockchain est de nature universelle et comme le web, elle traverse les frontières mais en faisant mieux encore. Grâce à sa capacité d'automatisation, la blockchain peut gérer toute relation conflictuelle, contractuelle et toute autre forme de relation pair à pair. Par exemple, les contrats intelligents, à l'instar de leur équivalent physique, sont non seulement programmables mais aussi réplicables à l'infini en ne changeant que la propriété des acteurs participant à son utilisation, etc. Ainsi, un contrat de location ou de bail rédigé sous forme de contrat intelligent grâce à la lex cryptographica automatisera les paiements en utilisant les porte-monnaies électroniques des parties. Il en résulte qu'en cas de non-paiement ou de retard de paiement, le contrat peut faire un recouvrement automatique suivant les termes choisis par les partenaires. La blockchain, comme toute technologie, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que nous en ferons. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo et nous vous remercions d'avoir fait ce petit chemin avec nous. Nous attendons vos commentaires et suggestions pour l'amélioration de la chaîne. Sur ce, nous vous disons до свидания.